Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors pour savoir ce que j'entends par perfection, il faut aller regarder le site mécaniqueuniverselle.net. C'est en somme, on construit sans le savoir, en l'ignorant, le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin à partir du moment où on s'est séparé des autres primates, des primates naturels pour devenir des primates culturels, et puis l'humanité que nous sommes. Voilà. Alors, pour appuyer ma thèse ou pour l'éclairer, je m'appuie bien souvent sur des podcasts que j'écoute sur France Culture. Et là, je suis tombé sur une émission qui était consacrée à François Châtelet sur l'histoire de la raison. Il y a 20 épisodes, on est à l'épisode 9 sur 20. Machiavel, la raison et la politique. Voilà, je lance et puis j'écoute et puis je fais des digressions à partir de cette écoute. Aujourd'hui, la raison et la politique. Pas chaud. François Châtelet, après avoir assisté à l'invention de la raison, l'avoir vu se confronter à la réalité, aux sciences de la nature, la voici maintenant face à la politique. La raison. Les grandes découvertes, la réforme, les sciences, les techniques bouleversent le tissu social et la rationalité s'efforce alors de penser l'État comme principe de la société. La philosophie du XVIIe siècle s'est située relativement à la science nouvelle inventée au XVIe siècle par Copernic et d'une certaine façon perfectionnée ensuite par Galilée. Ce que nous abordons aujourd'hui se situe sensiblement à la même époque. Le point de départ, c'est l'ensemble des mutations qui se produisent dans cette période qu'on appelle la Renaissance. Et comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas s'abuser concernant cette expression de Renaissance. D'ailleurs, que ce qu'on appelle Renaissance... Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que ça dit, la Renaissance? Parce que je découvre ces audios en même temps. Quelque chose qui renaît. Alors, oui, sous un certain angle, il y a la Renaissance. On pourrait dire que, il me semble, c'est très intuitif, ma façon de concevoir les choses. Et c'est TSA, trouble du spectre autistique. Donc, c'est une vision tout à fait atypique des choses, souvent. Et donc, pour moi, la Renaissance, c'est le retour à la Grèce, à la Rome, etc. Donc, à un monde qui va privilégier le corps. Et dans l'art, c'est typique, on le voit. Les sculptures des Grecs, des Égyptiens, les sculptures des Grecs, des Romains, survoltent le corps, cherchent à voir le corps le plus proche de la réalité et le plus proche de l'idéal. Et donc, il n'y a pas le spirituel dans le corps. C'est pas le spirituel qui est recherché, c'est la forme. On est sur la forme. Et la Renaissance va travailler un petit peu cette même chose. Elle sort de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, où c'était l'icône, où en réalité le corps, il n'était pas... C'était pas ça ce qui était intéressant. C'était ce qui amenait le corps, ce qui était derrière le corps, c'est-à-dire le spirituel. Et donc l'icône, c'est cette vision. C'est pas, on cherche pas à idéaliser
le corps. Et le corps, progressivement, on le voit au musée des Offices, comment dans la progression de la peinture, en partant de Cimabue, Giotto, etc., comment le corps sous les draps, sous le drapé d'abord, cette période-là, commence à prendre des formes, etc., jusqu'à devenir le corps hyper exalté chez le Caravage, etc. Ça finit par là, je crois, au musée des Offices. Et donc là, c'est le corps sensuel, sexuel, mais qui est délié du spirituel, en somme. Donc en réalité, on pourrait dire que c'est un retour à l'ordre, la Renaissance. C'est pas c'est une autre naissance de l'Antiquité. Mais le Moyen-Âge, à mon sens, était supérieur à ça, parce qu'il considérait le spirituel vraiment à sa place, quoi. Il était présent. Là, on l'a oublié, le spirituel. On voit que le corps et on voit ce que ça donne dans le monde tel qu'il est, un monde qui n'a plus de spirituel, il est complètement perdu. Il comprend pas, donc on survolte le corps, voilà, c'est le bodybuilding, c'est le bodybuilder, c'est le plaisir, c'est voilà, les sensations, mais c'est pas il n'y a pas de spirituel derrière. Il n'y a pas de raison, en somme. C'est plutôt une époque d'effectuation, de radicalisation, de réalisation, de découverte, d'invention qui ont eu lieu pendant cette longue période qu'on a coutume d'appeler le Moyen-Âge et dont je dois redire qu'elle n'a jamais été obscurantiste. C'est ça. D'ailleurs, après cette série, la révolution copernico-galiléenne s'inscrit, on l'a vu, dans une nouvelle conception, une nouvelle pratique de la nature. Je dirais que la prise de position de la philosophie face à la réalité politique est déterminée par les transformations qui se produisent au sein de la société. Ces transformations sont de deux ordres. Il y a d'une part un aspect économico-politique, disons. La civilisation urbaine se développe, les arts et les manufactures, comme on aimera dire au XVIIIe siècle, deviennent de plus en plus importants dans la vie de la société, le commerce s'accroît, il semble que la démographie aussi s'accroisse, et puis il y a la découverte de l'Amérique, une profonde transformation du marché. Face à tous ces facteurs, les sociétés doivent répondre, doivent se réorganiser, et il y a un contre-coup, non seulement dans le domaine économique, c'est-à-dire dans le domaine des rapports sociaux de travail, mais aussi dans le domaine politique, c'est-à-dire dans les rapports sociaux de domination, dans les rapports commandement-obéissance. Bien sûr. Et c'est le marché qui prend le pouvoir à ce moment-là. Le commerce est à bloc, etc., avec le triste commerce triangulaire avec l'esclavage. Et le commerce, donc, prend vraiment le pouvoir à ce moment-là. Ça monte des fortunes, ça change un petit peu la physionomie. Alors, c'était la logique de l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Il fallait passer par cette période. Et on en est encore là. Justement, on est encore dans un mouvement, un nouveau mouvement qui exalte le marché. Ça a été la mondialisation. La mondialisation, c'était
la façon de fédérer l'humanité par le marché. Seul le marché pouvait fédérer l'humanité dans son ensemble comme elle l'a fait. Le spirituel pouvait pas. On ne pouvait pas dire bon ben on va prendre une spiritualité universelle où on va aucune religion n'aurait accepté ça. C'était pas possible. On ne pouvait pas prendre un système politique pour universel, même si c'est le libéralisme qui s'est imposé, mais la Chine qui a gardé ses racines communistes, etc. Voilà, on ne pouvait pas unifier derrière un seul modèle. Comme ça, il n'y avait que le marchand, en somme, qui pouvait unifier l'humanité dans cette dernière étape de l'unification, qui est la mondialisation. À ce moment-là, c'était presque une obligation que le marché était là. Mais le marché ne veut pas du spirituel, parce que dans le spirituel, il y a la morale, et il ne veut pas de morale. Il ne veut pas entendre parler il ne veut pas qu'on le brime, il ne veut pas qu'on l'empêche d'agir comme il le veut. Il veut la toute-puissance, le marché. Et c'est pour ça qu'il a accepté le religieux qui lui disait « oui, tu peux faire des esclaves, tu peux continuer à faire du commerce d'esclavage », mais s'il avait été contre, il aurait écarté. Voilà. Et donc, ça, c'est... C'est là le premier aspect. Il y en a un second. Se produit également un très profond ébranlement d'ordre spirituel, cette fois. Je ne statuerai pas. Je ne poserai pas la question traditionnelle que nous ne pouvons pas résoudre ici, question de savoir si c'est l'ébranlement spirituel qui provoque l'ébranlement économique ou si c'est l'ébranlement économico-politique qui provoque les changements de la spiritualité. Toujours est-il que l'on constate qu'il y a une très profonde usure de la pensée dominante, c'est-à-dire du catholicisme romain. Une usure administrative, une usure intellectuelle. Et une usure spirituelle. Il semble bien que le clergé... Et une usure spirituelle, parce que le clergé était passé du côté des pouvoirs. Et donc, il se comportait comme un royaliste de l'époque, quoi, comme un aristocrate. Et ça, c'était pas supportable pour ceux qui voulaient réformer cela. En particulier le haut clergé, ne colle plus à la société et se développe d'une manière un peu autonome, se lançant quelquefois d'une manière un peu scandaleuse dans les trafics des pouvoirs d'ordre tout à fait temporel. Il y a, d'autre part, l'apparition incontestable des phénomènes nationaux. Les nations se sont constituées par un très très lent processus qui date de fort loin. Je ne m'interrogerai pas non plus sur les raisons de cette constitution. Je constate que vers le XVIe siècle, il y a des espèces d'unification autour de langues communes, d'administrations communes, de mœurs communes. Ce sont des réalités qui sont le résultat à la fois de fusion et d'opérations de domination, de brigandage. Toujours est-il que les nations existent et que du coup, le cadre catholique romain universaliste paraît assez mal adapté pour être présent concrètement au sein des masses populaires. Alors, c'est pas, à mon sens, qu'il est mal adapté, c'est qu'il s'est corrompu. En réalité, parce que le message christique, il était là déjà, c'était universel, et le message de la mère du message christique, c'est-à-dire le message du judaïsme, c'est pareil, c'était universel, l'idée était universelle, et on le retrouve dans l'islam, la deuxième fille, la fille cadette du judaïsme, qui aussi a un message universel. Simplement, l'Église, à ce moment-là, le haut clergé, a complètement perdu cette
notions-là. Il est rentré dans un... C'est devenu des dominants, mais comme aujourd'hui. Voilà, comme aujourd'hui, l'Occident est dans cette même surdité, dans cette même escalade folle vers la toute-puissance, en essayant de garder la toute-puissance. Et donc, c'est là où il est dangereux. Et le christianisme, à ce moment-là, le catholicisme était dangereux parce que il pouvait pas supporter la contestation. En fait, l'Inquisition, c'était ça. Et il voyait bien qu'il se comportait très mal, qu'il vendait ce dont il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des exonérations de péché, etc. Enfin bon, bref, c'était devenu du business, quoi. C'était un système complètement aberrant. Et tous les systèmes aberrants sont obligés de mettre de la violence parce qu'ils soulèvent de la critique. Donc la violence qu'ils ont mis contre les protestants qui voulaient réformer ce type de choses, ben c'est ce que l'Occident fait aujourd'hui vis-à-vis des gens qui veulent le réformer dans le monde. Là, les gilets jaunes, ceux qui soutiennent la Palestine, etc., sont maltraités à bloc parce que ce système est complètement à l'affût de... Il est dans sa décadence, il est comme un animal souffrant qui est prêt à mordre pour pas qu'on le touche. Probablement l'origine de la réforme. D'ailleurs, l'ébranlement spirituel qui se produit alors, on l'a souvent remarqué, vise à faire réapparaître la vraie religion, à faire renaître en quelque sorte une spiritualité défaillante. Lorsque j'évoque ces divers phénomènes, aussi bien les mutations économico-politiques que les transformations spirituelles, je souligne en même temps, bien sûr, que je découvre en même la temps, Renaissance, c'est beaucoup plus un mot qu'une réalité. Car il est trop clair que, par exemple, la mutation spirituelle a été préparée par des événements antérieurs. Il suffit de se souvenir des hérésies de Wycliffe en Angleterre aux environs de 1350, qui sont à l'origine de l'anglicanisme, ou de Jean Hus en 1400, aux environs des années 1400, en Bohême, qui préfigurent en quelque sorte les éléments qui sont à l'origine de la réforme luthérienne et calviniste. Quant aux transformations économico-politiques, nous allons voir aujourd'hui même que les principaux concepts, les principaux principes qui sont à l'origine de l'invention de la souveraineté d'État, de l'État comme puissance souveraine, la pensée nouvelle les hérite de la théologie. Ces idées de souveraineté, d'autorité, ont été formées très lentement dans les débats, par exemple, entre les papes et les empereurs. De la même manière, nous allons voir un concept très actif, celui de contrat. Or, le concept de contrat, il a été élaboré pratiquement dans les communes commerçantes de la vallée du Rhin. Il a été élaboré aussi dans les réalités monacales. Il y a là toute une série de faits qui se produisent pendant la période médiévale et qui vont préparer de manière décisive les inventions qui vont se produire à cette époque. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, laisser des commentaires et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. À bientôt, je repars dans la foulée, la suite.